Bienvenue, imprudent mortel. L'anthropophagie est un des tabous les plus puissants de notre société occidentale, ce qui explique le succès morbide des histoires tournant autour du cannibalisme involontaire. J'avais déjà expliqué comment, sous l'influence d'histoires réelles comme l'auberge rouge, il existait des légendes urbaines à propos de voyageurs trouvant un doigt ou une oreille dans le plat qu'ils venaient de commander dans une auberge. Mais si ces histoires sont des légendes urbaines la plupart du temps, alors où est le problème? Eh bien, elles ne sont pas sans fondement. Approchez-vous du feu et asseyez-vous. Écoutez l'histoire cruelle de Barnabé Cabar. Pour vous, Sweeney Todd est probablement qu'un film. En fait, on l'a adapté d'une pièce de Broadway qui avait ajouté des sous-intrigues de vengeance, de juges et de filles de Sweeney. Mais à l'origine, la pièce adaptait une légende urbaine plus simple dont le triste héros n'agissait que par cupidité. À Londres, au XIXe siècle, tout le monde connaissait le roman de James Malcolm Rymer de 1846, où le barbier Todd tue des clients qui finissent dans les tourtes de sa voisine boulangère, Madame Lovett. Il s'inspirait d'une légende urbaine persistante qui n'avait rien d'invraisemblable dans un pays qui avait connu les assassins Burke et Hare, par exemple, qui revendaient leurs victimes pour dissection aux facultés de médecine. Reste qu'on ne trouva jamais personne du nom de Sweeney Todd dans la rue, c'est-à-dire Fleet Street, où se serait déroulée cette histoire, et que les minutes des procès de Londres ne contiennent rien à ce propos. Bien sûr, vous diriez-vous, cette histoire est pas trop abracadabrante pour avoir existé. Eh bien, si, c'est juste qu'elle n'est pas arrivée quand et où on le croit. Plus précisément, c'était à Paris en 1387. L'île de la Cité était à l'époque proche du quartier dit latin, parce qu'on n'y parlait que cette langue durant les cours universitaires. Oui, la Sorbonne, la rue des écoles et tout ça. Paris était un grand centre universitaire. Les étudiants venaient de Paris, la province et même de l'étranger pour bénéficier de la qualité de l'enseignement. Mais hélas, en ce temps-là, Paris c'était aussi un vrai coupe-gorge à la nuit tombée, étant avant l'époque de l'éclairage public et à celle de la cour des miracles. Les mauvais garçons d'alors pouvaient volontiers couper des gorges pour détrousser leurs victimes à l'aise avant de jeter les corps à la Seine. Les étudiants constituaient des proies intéressantes en raison de leurs économies conséquentes, destinées à assurer leur subsistance sur une année ou plus. En ce temps-là, il n'y avait pas de Mastercard. Pour autant, ils n'ont pas tenté que les truands de passage. Dans l'île de la Cité se trouvait la rue des Marmousets, dite aujourd'hui la rue Chanoinesse. Des chanoines qui logeaient souvent les étudiants, sauf que la rue n'avait alors pas leur nom, mais celui des petites statuettes de marbre appelées marmousets, qui ornaient les lieux. En 1384, vous y êtes trouvé, au numéro 18 et 20, deux commerçants voisins, un barbier, un boulanger-pâtissier, et non pas une boulangère, ce qui équivalait alors à un traiteur. Leurs noms diffèrent selon les supports, mais Joseph Fouché en 1800 appelait le barbier le sire Cassard. Il transposa aussi cette histoire à son époque et dans la rue de la Harpe. C'est une grande tentation. Sous le nom d'affaires Cabar et Miquelon, on rapporta aussi ces faits comme ayant eu lieu entre 1410 et 1414 rue du Mont-Saint-Hilaire, qu'on appelle aujourd'hui la rue de l'Anneau. Les noms complets des criminels auraient alors été Barnabé, Cabar et Pierre Miquelon. Un autre romancier, Jules Beaujoin, raconte cette histoire en 1888 dans l'auberge des Trois Rois, le nom qu'aurait porté la boutique de Miquelon, dans le recueil Les Auberges Sanglantes, puisqu'on y trouvait, et tiens donc, également un rapport sur l'histoire de l'auberge de Père Bayle. Selon Beaujoin,
dans l'affaire Barnabé Kabar, il aurait existé un troisième complice, une vieille femme qui n'a pas en prime des enfants abandonnés. Mais heureusement, ce détail semble propre à l'imagination de cet auteur. On ignore la motivation initiale des deux amis, sans doute la cupidité pure et simple, car la viande de qualité coûtait alors fort cher. Les commerçants eurent l'idée de faire communiquer leur cave. Puis, le barbier attendait un client non habitué, typiquement un étudiant étranger ou de province, ou encore un pèlerin. Le malheureux avait la gorge tranchée une fois assis sur le fauteuil du barbier. Celui-ci faisait les poches du cadavre, puis basculait ce dernier par une trappe, où le boulanger le récupérait. Il faisait disparaître le corps en le hachant menu, puis en farcissant des pâtés en croûte et des friands, et de façon soignée, bien sûr, car oublier bêtement un bout de doigt ou d'oreille accusateur, cela relève de la légende urbaine. Les humains étaient alors mieux nourris que les animaux et leur viande était plus tendre. Les pâtés eurent beaucoup de succès. On raconte que même le roi Charles VII, dit le Fol, en fut friand. Et les autorités, me disiez-vous? Eh bien, elles étaient rarement prévenues, et souvent trop tard, car les nouvelles circulaient lentement, et les familles qui habitaient loin réagissaient longtemps après aux disparitions. Celles-ci furent spontanément attribuées aux brigands des trousseurs. Ce business aurait ainsi pu continuer pendant encore fort longtemps. Il y aurait eu jusqu'à 143 victimes, sans un étudiant venu se faire raser en 1387. Il fut parfois rapporté qu'il venait de province, mais la version la plus répandue fait de lui un citoyen du Saint-Empire romain germanique. Son nom, auquel cas, aurait été soit Alaric, soit Gunther. Cet étudiant allemand se présenta donc chez le barbier Kabar et n'en ressortit évidemment pas, à moins, selon certaines sources, que le jeune homme soit parvenu à frapper l'artisan et à fuir, mais hélas, il semble que cette version était celle que l'on racontait aux âmes les plus sensibles, comme les enfants. Il est plus probable que le malheureux finit sur la pierre à équarrir du boulanger-pâtissier Miquelon. Mais cette fois, le voisinage n'eut pas le temps de manger des pâtés au Alaric. Ce dernier avait un grand chien lévrier qui le suivait partout, et qui, en raison des normes d'hygiène toujours en vigueur d'ailleurs, n'eut pas le droit de rentrer dans le commerce. Il attendit sagement son maître dehors, mais celui-ci n'étant pas sorti à la nuit tombée. La pauvre bête se mit à hurler et à aboyer désespérément sans qu'on puisse la faire partir, attirant l'attention des voisins. En tous les cas, dit-on, deux moines qui remontaient la rue eurent la curiosité de pousser jusque dans le magasin, puis de jeter un œil dans la cave du boulanger. Et ils prévinrent la maréchaussée. Ceux-ci organisèrent une perquisition et firent la macabre découverte chez les deux boutiquiers. Ceux-ci seront condamnés au bûcher et leur boutique brûlée et rasée. Il sera interdit d'y construire pendant bien longtemps. Toutefois, aujourd'hui l'emplacement serait soit sous l'hôtel-Dieu, soit dans un parking de policiers motorisés. Et la preuve, on y montre encore la pierre du boucher qui était le lieu d'équarrissage. Ce n'est pas ouvert au public, mais si vous demandez gentiment, d'ailleurs c'est possible de voir cette pierre. Je l'ai demandé et j'ai eu l'occasion de moi-même prendre des photos. Bien sûr, des spécialistes ont établi que la pierre en question était un vestige des remparts de Lutèce. Mais les restes archéologiques étaient utilisés à des fins utilitaires comme celle-ci bien avant l'invention du patrimoine. En d'autres termes, ce bout de rempart a très bien pu servir à être une pierre de boucher malgré tout. Vous doutez probablement de la véracité de tout ceci. De fait, les minutes du procès se sont perdues dans l'incendie de l'hôtel de ville de Paris par les communards en 1871. Et même sans cela, ces meurtriers auraient sans doute subi le damnatio memoriae, un acte qui constituait à brûler les pièces du procès et jusqu'à l'état civil des pires criminels pour effacer leurs souvenirs de la mémoire des hommes. Cela explique sûrement les imprécisions de dates et de noms de rues. Sachez toutefois que ce récit n'a rien d'invraisemblable, car les Parisiens avaient déjà dû recourir au cannibalisme lors de la disette de 1031 avant et aussi après, lors des sièges de Paris en 1593 ou en 1870. Bien sûr, cela concernait avant tout les cadavres déterrés dans les cimetières. Mais plus près de nous, en 1846, les survivants de la tragique expédition d'honneur aux États-Unis s'en tirèrent en mangeant les cadavres de leurs compagnons morts de froid.
Idem en 1972 dans la cordillère des Andes. Les survivants d'un crash d'avion durent manger les morts. Mais de là à tuer la matière première en temps de paix, il n'y a qu'un pas. Sachez que pas plus tard qu'entre 1918 et 1924, le tueur en série Fritz Haarmann, dit le boucher de Hanovre, était réputé faire disparaître ses victimes en revendant les corps au marché noir, qui était florissant dans l'Allemagne appauvrie par le traité de Versailles, et qui les faisait passer pour de la viande de porc. L'histoire de la rue des Marmousets est fort éloignée de nous dans le temps, mais son impact se mesure encore aujourd'hui car elle est souvent racontée sous la forme d'une légende urbaine modernisée. Les Américains d'aujourd'hui connaissent celle d'un touriste compatriote qui achète des tacos au coin d'une rue mexicaine et découvre que la boutique itinérante sert à faire disparaître des cadavres victimes de règlements de compte entre dealers. Dans le livre Ils l'ont fait, une collection de faits divers et insolites et hilarants, rapportés dans l'hebdomadaire Marianne, on cite le vendeur de tamales, c'est-à-dire de petits sandwichs à la viande, de Morelia au Mexique, dans l'arrière-boutique duquel la police trouva en avril 2004 un corps démembré. Les auteurs, influencés probablement par un eau criminel de la rue Chanoinesse implanté dans l'inconscient collectif, rapportent dans le livre le goût particulier des tamales. Sauf qu'après examen, le vendeur n'a pas usé de ce moyen pour se débarrasser du corps de la victime. Sa marchandise, une fois analysée, ne contenait pas de viande humaine. Reste que ce fait divers entretient peut-être le mythe précédent, ou celui touchant à la chaîne Taco Bell, qui userait de corps humain comme ingrédient secret, et bien sûr. Accuser les chaînes de fast-food actuelles est très commun en raison de la peur de la malbouffe, aussi de l'influence des véganes qui trouvent de quoi convaincre des adeptes. Telle la légende qui veut que McDonald's fasse des burgers à base de vers de terre, alors que cela en réalité leur coûterait beaucoup plus cher que de le faire avec du bœuf ou du poulet. Faire disparaître un cadavre en le faisant manger à des créatures qui ne se doutent de rien, c'est devenu une ficelle scénaristique commune dans tous les films à crime, pas seulement dans l'Auberge rouge. Dans Beignets de tomates vertes, le corps de Frank, l'époux abusif, est servi au shérif qu'il recherche. Dans Delicatessen, en 1991, c'était la façon dont le boucher du coin se fournit. Dans le film Fucking Fernand en 1987, les deux héros en pleine occupation tuent un nazi et font en sorte de servir ses restes à ses collègues. Donc leur embarras est grand quand on leur en propose une assiette. Dans Nightmare Cafeteria, segment du 5e épisode d'Halloween des Simpsons, les élèves turbulents de l'école primaire de Springfield finissent dans l'assiette de leurs camarades. Bien sûr, il y a aussi la fin anthologique du Père Noël est une ordure, avec le dépanneur tué accidentellement et distribué aux fauves du zoo. Depuis son époque, le vrai Sweeney Todd, que fut le barbier parisien Cabar, a trouvé une sorte de popularité en plus d'une vaste descendance, comme on vient le voir. L'émission Métronome y a fait allusion dans son second numéro. Et on n'oubliera pas le manoir de Paris. Cette attraction est une maison hantée qui contient divers tableaux vivants, certains à propos de légendes parisiennes comme celle de Quasimodo, ou des histoires réelles comme celle de Laetitia Toureau, que je vous rapporterai sûrement. Et puis il y a l'histoire de ceux qu'on appellera pour toujours les barbiers et boulangers sanglants. Alors, encore faim ? J'espère que cette histoire vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour me soutenir, voyez les liens en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de regarder sous votre lit avant d'éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.